Je me suis rendu compte que les écoles avaient pas beaucoup changé. L'élément déclencheur, c'est un enseignant d'éducation physique qui avait posté une vidéo qui était devenue virale sur Internet. Je me suis dit, c'est probablement pas le rôle de l'éducateur physique. On peut créer ce genre d'expérience immersive-là, mais la pousser vraiment plus loin. 2 semaines plus tard, on est allé à l'externat Saint-Jean-Bermond. Ça a pris quelques minutes de jeu pour réaliser à quel point il y avait quelque chose de magique qui se passait. Ce vendredi soir-là, on a mis une vidéo en ligne. Le samedi matin, quand je me suis réveillé, il y avait 1 million de visionnements de cette vidéo-là. 15 000 visionnements, plus à toutes les refreshs que je faisais. Là. Dans le week-end, j'ai ramassé 2500 courriels. Puis ça a été le début de l'aventure. Vincent Routier, tu es le président et fondateur de l'entreprise LU, une organisation qui offre des solutions d'apprentissage interactif pour les enfants. Lancée en 2017 grâce à une vidéo virale, l'entreprise prend rapidement son envol et s'intègre aujourd'hui dans 35 pays à travers le monde. Sans aucun financement externe, LU va également atteindre plus de 20 millions de chiffres d'affaires en 2024. Vincent Routier, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Et Vincent, on en a parlé un petit peu, toi et moi, dans des appels préalables. On peut faire des recherches sur votre site Internet pour bien comprendre le produit que vous offrez. Mais je pense que personne mieux que toi pour bien expliquer à notre audience ce que vous faites au quotidien. C'est assez fascinant, voire révolutionnaire. Je serais curieux si tu pouvais prendre un petit peu de ton temps et expliquer à notre audience spécifiquement le type de service, le type de produit que vous offrez à vos clients. Avec plaisir. Donc, j'aime bien ma petite phrase d'introduction quand je rencontre des clients dans un trade show où LU transforme les gymnases d'école primaire en environnement immersif d'apprentissage où les enfants vont apprendre en bougeant. Donc, on vend un produit qui est d'abord physique, une console interactive qui va transformer un des murs du gymnase en un immense écran de jeu interactif avec un projecteur vidéo. Il y a un système de son digne d'un système de son de spectacle et de l'éclairage. Donc, on va fermer les lumières du gymnase, on ouvre LU. Et lui va projeter sur un écran d'à peu près 20 pieds de large sur le mur des jeux interactifs où on va pouvoir interagir avec les jeux de manière physique. Donc, en allant toucher avec nos mains à l'écran, au mur, ou en lançant des ballons, ou en interagissant avec des objets avec les contenus qui sont là. Donc, la console, l'équipement physique, permet cette expérience immersive-là. L'éclairage est contrôlé par les jeux. On perd une vie dans un jeu, le gymnase va devenir rouge au complet. Fait que imaginez le niveau d'immersion que ça offre aux enfants du primaire. Puis, éventuellement, on va développer tous les contenus qui vont aller sur cette console-là. Donc, à l'interne, chez lui, on a l'équivalent d'un studio de développement de jeux vidéo. On développe des applications pour aider les enseignants d'éducation physique, qui sont principalement nos utilisateurs, à engager les élèves de leur classe, à gérer la classe. Ça peut être en utilisant les utilitaires pour la gestion de temps, pour des exercices de réchauffement ou des choses comme ça, ou même des jeux plus poussés sur certaines compétences que les enseignants pourraient souhaiter développer. Et on va en parler un petit peu plus tard sur comment tout ça a été lancé, s'est développé, parce que c'est assez fascinant. Mais bon, si on regarde un petit peu ta carrière personnelle en affaires, tu sembles avoir été un entrepreneur depuis un bon bout de temps déjà, parce qu'avant LU, tu as fondé et tu as opéré l'organisation Saga Film, une organisation que tu as lancée en 2008. Peut-être tu pourrais nous parler un petit peu de ton enfance et nous dire si toi, c'était clair dans ta tête, Vincent, que tu voulais être un entrepreneur, que tu voulais te lancer en affaires ou finalement, tout ça a été fait par hasard un peu avec Saga? Je pense qu'on pourrait parler de hasard. J'ai jamais prévu être entrepreneur quand j'allais être grand. C'est la musique, ultimement, qui a été un peu mon point d'entrée dans cette carrière-là puis ce milieu-là. Mais dans ma famille, il y a énormément d'entrepreneurs. Je suis quelqu'un avec une personnalité très débrouillard et plein d'initiatives et d'ambitions. Fait que j'ai souvent été celui qui organisait les choses, qui lançait la balle plus loin pour courir après. Puis fait que j'ai l'impression que cette fibre entrepreneuriale-là était bien ancrée en moi. Mais la musique m'a amené éventuellement à faire de la musique pour le cinéma, du son pour le cinéma. Mes premières études étaient dans ce domaine-là. Puis de fil en aiguille, j'étais le plus organisé de ma gang d'artistes. Fait que je suis devenu producteur. Je gérais le financement, aller chercher du financement, je gérais l'horaire, puis aller trouver des clients. Puis éventuellement, tout ça nous a mené à une entreprise de production vidéo initialement qui s'appelait Saga Film. Cette passion-là pour raconter des histoires, mais de plus en plus immersive à l'aide de la technologie, nous a amené vers l'évolution de Saga Film qui est devenu Saga, parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que ce n'était pas seulement des histoires linéaires qu'on allait raconter, mais interactives. Des expositions de musées, des applications mobiles, utiliser la reconnaissance vocale pour amplifier un conte écrit. Ça nous a amené à explorer toutes sortes de projets, quand même assez innovateurs, avant-gardistes pour leur temps à l'époque.
Puis de fil en aiguille, développer toutes sortes d'outils pour raconter des histoires qui un jour nous ont emmenés à la création de Mmh. Et quels sont les apprentissages que tu as fait de cette expérience-là? Parce que tu l'as dirigé pendant 10 ans quasiment, cette entreprise Saga, une organisation dans le service. Donc, soyons honnêtes, c'est un type d'organisation qui est très différent, qui nous apprend beaucoup sur les ressources humaines, sur les opérations. Quels sont les apprentissages, l'expérience qui ressort un petit peu de Saga et qui peut-être t'a Euh, aidé à bâtir lui par la suite? je pense que le gros avantage d'une entreprise de service, c'est la quantité de projets, la quantité de personnes avec qui on travaille, qui sont souvent dans des zones différentes les unes des autres, que ce soit par le contenu, par le type d'approche qu'on va prendre, par les interactions avec des clients ou des équipes différentes qu'on va avoir. Fait que j'ai l'impression que c'est une bonne école pour se former, ultimement, le service. Il y a quelque chose d'un peu redondant où moi, personnellement, j'avais le sentiment de pas créer une valeur pérenne à long terme. Une fois que le projet de service est terminé pour lequel on a été payé, ben, il faut trouver un autre client, puis il faut recommencer à zéro. C'est une espèce de cycle sans fin de perpétuel recommencement que je trouvais un peu épuisant, puis pour lequel j'avais l'impression de pas nécessairement être en train de bâtir quelque chose que je pouvais pousser plus loin. Tu sais, à un moment donné, le budget est terminé, bon, ben on arrête ça là, même si on aurait aimé pousser plus loin le projet. Ou fait que cette quête-là de trouver une manière de développer un produit à travers une entreprise de service, ça faisait quand même plusieurs années que je l'avais. C'est très difficile de faire les deux. En fait, personnellement, je suis presque arrivé à croire que c'est impossible de faire les deux parce que tu te fais toujours rattraper par les projets de service, par le client qui a besoin que tu livres à temps le projet. Fait que ton produit ou l'autre projet sur lequel tu travailles en parallèle finit toujours par passer en deuxième. Puis c'est assez difficile de le pousser à son plein potentiel dans ce temps-là. Fait que rêve de faire un pivot vers le service. Hyper formatrice expérience d'entreprise de service. On a eu des hauts puis des bas. On a eu des situations très difficiles avec des projets qui n'ont pas abouti. Après, ça a été fait promettre du financement ou des choses comme ça. Ça nous a Bien mis dans des sûr. situations précaires financièrement. Fait que je me suis fait les dents dans cette période-là. J'ai eu des périodes très difficiles. Bon, à un moment donné, on a même été obligé de licencier la quasi-totalité des employés, puis de Oh, se wow! retourner vers un projet. Puis à deux reprises, en fait, cette espèce de cycle-là, ça a été mes périodes comme entrepreneur les plus difficiles sur le plan émotionnel, je dirais, puis sur le plan même santé physique et mentale. Là, tu sais, à un moment donné, c'est très, très éprouvant, mais c'est probablement les périodes dans lesquelles j'ai le plus appris. Tu sais, quand tu apprends à bien gérer un cash flow dans des situations difficiles comme ça, quand on a une entreprise qui va bien après, ben c'est des réflexes qui restent puis qui ont énormément de valeur après. Tu sais. Mmh. Et ce qui est totalement fascinant, puis on va en parler dans quelques minutes, c'est que lui a été lancé grâce à une vidéo. Donc, j'imagine que le 10 ans avec Saga a dû donner un truc ou deux pour lancer cette vidéo. Mais peut-être avant de parler de la genèse et du lancement de lui, tu as parlé que pendant ton expérience chez Saga, tu avais cette vision de vouloir ultimement lancer un produit. Est-ce que cette idée de lui est née il y a très, très longtemps ou il y avait plein d'autres idées que tu avais en tête, peut-être que tu voulais lancer? Ah, il y avait plusieurs autres idées, plusieurs qui n'avaient pas le potentiel de ce que lui a fini par démontrer avec le temps. Mais je pense que c'est à force d'essayer puis d'itérer à travers ces idées-là qu'on s'est que les idées se sont raffinées puis qu'on est arrivé avec cette idée-là de lui. Euh, Comme je disais, on était un peu tôt sur notre temps. Puis j'ai l'impression que j'aurais envie de comparer les premiers produits ou les premières idées qu'on a explorées comme de la recherche et développement. Ça a été Bien hyper sûr. formateur, puis ça nous a permis de pousser certaines technologies plus loin, de se rendre compte qu'il y avait des risques. Par exemple, pour raconter des histoires ou faire vivre des expériences dans le monde physique, un peu comme si le théâtre ou le monde physique dans lequel on est pouvait être le médium dans lequel on raconte l'histoire. Faut être capable de comprendre en temps réel, technologiquement, qu'est-ce que les utilisateurs vivent, de où ils viennent. Fait que reconnaître quelqu'un, savoir que quelqu'un vient d'un autre endroit, pouvoir livrer une expérience ou un contenu pour ce quelqu'un-là en particulier au bon moment, ça nous a amené à toucher à de la reconnaissance faciale, à suivre des gens dans un espace physique en positionnant des caméras très haut dans le ciel ou dans le plafond, ou puis après, ben, on se disait, bon, il faut trouver un produit avec ces belles capacités techniques-là qu'on a. Puis ça nous a amené à explorer toutes sortes d'industries, le tourisme, le commerce de détail. À un moment donné, mais ce qu'on se rendait compte, c'est que la valeur qu'on générait pour laquelle les gens étaient le plus prêts à payer, c'était le tracking. C'était la donnée qu'on générait avec nos systèmes et non pas l'expérience qu'on faisait vivre aux gens, ce qui ultimement était ce qui nous animait. Puis on tombait vite dans le Big Brother, puis dans qu'est-ce qui est correct, puis qu'est-ce qui est pas correct, puis la vie privée, Ah!
Puis à un moment donné, ben, quand tu te rends compte que tu as un projet, une entreprise qui a du potentiel, mais qui s'en va dans quelque chose qui est contre tes valeurs, ben ça crée un pas pire dilemme comme entrepreneur. Tu sais. Puis on a choisi de remettre le couvert sur la marmite à plusieurs reprises à cause de ces découvertes-là, mais en même temps, ben, on a quand même poussé certaines technologies qui, bien utilisées de la bonne manière, ont beaucoup de potentiel. Puis à ce moment-là, c'était pas nécessairement la bonne manière de les utiliser pour laquelle on aurait pu être payé pour, puis on a choisi de pas le faire. Intéressant. Et bon, tu deviens papa et finalement, tu amènes tes enfants à l'école et je pense qu'il y a une réalisation que tu fais. Il n'y a pas eu beaucoup de changements dans les gymnases et dans les environnements éducatifs entre le temps que tu étais à l'école et que tes enfants ont intégré l'école. Peut-être tu peux nous parler un petit peu de ce moment-là? Ouais, en fait, ça remonte même quelques années avant que les filles rentrent à l'école. Léonie et Jeanne ont maintenant 10 et 11 ans, puis Léonie avait 3 ans, probablement 3 ou 4 ans, puis je me demandais dans quelle école j'allais l'envoyer. Et moi, il y a tout près de chez moi, il y a des écoles publiques pour lesquelles il y avait une réputation, l'école avait une réputation un peu so-so, puis je me disais, ah, mais non, je peux pas envoyer mes enfants dans cette école-là à cause de la réputation de l'école, puis je me sens, ben, j'avais un intérêt pour les écoles alternatives, puis je cherchais un milieu pédagogique pour mes enfants qui m'attirerait, tu sais, avec lequel je serais aligné avec les valeurs et tout, mais avec du recul maintenant, c'est vraiment juste une question d'incompréhension du milieu scolaire public parce que j'adore l'école où mes filles vont maintenant. Je suis hyper content que mes filles soient là. Puis je me suis rendu compte, en fait, je me suis beaucoup intéressé au monde de l'éducation pendant cette réflexion-là. D'abord comme parent, comme papa, je me suis dit, bon, faut que je trouve le bon milieu pour mes enfants. Puis en m'intéressant au monde de l'éducation, j'ai rencontré des gens très, très compétents dans le domaine et tout. Puis à travers ces discussions-là, je me suis rendu compte que si on a un milieu sain à la maison, le contexte à l'école, même s'il est un petit peu plus fragile, ben c'est un milieu dans lequel ils vont pouvoir probablement se développer davantage, être en relation d'aide avec les autres. Puis ce que j'ai réalisé aussi avec le temps, c'est que ces milieux plus difficiles-là ont des ressources de plus pour aider les enseignants, puis pour faire que ces enfants-là vont pouvoir réussir. Mais pendant que j'étais dans ces réflexions-là d'intérêt très prononcé par rapport à l'éducation, je me suis rendu compte que les écoles avaient pas beaucoup changé depuis le moment où moi je suis allé à l'école. Puis pendant que j'étais dans ces réflexions-là, l'élément déclencheur, c'est un enseignant d'éducation physique aux États-Unis qui avait posté une vidéo qui était devenue virale sur Internet. Puis dans cette vidéo-là, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait branché un iPad sur un projecteur vidéo. Il avait projeté sur le mur, donc, l'écran du iPad, qui était une application pour les chats avec des insectes. Puis quand le chat voyait l'insecte sur l'iPad, avec sa patte, il touchait à l'insecte, puis ça écrasait l'insecte. Fait que le prof avait donc projeté des insectes sur le mur du gymnase, puis il a dit aux enfants, lancez vos ballons sur les insectes pour les écraser. Quand le ballon arrivait tout près de l'insecte, le prof, ultimement, écrasait l'insecte avec ses doigts sur l'iPad pour donner l'impression à l'enfant que c'est son ballon qui avait eu cet effet-là. Cette vidéo-là était devenue virale, puis on avait fait, comme on vient tout juste de parler, toutes sortes de projets hyper profonds, prometteurs et tout, avec de la Hmm. technologie qui n'avaient pas nécessairement trouvé leur public. Puis ça, ben, ça avait comme généré une espèce de buzz. Je me suis dit, ben, c'est probablement pas le rôle de l'éducateur physique d'être avec un iPad puis de faire ça. Il y a de la technologie qui peut faire ça. Puis cette idée-là qui a fait vraiment boule de neige en quelques journées, semaines, à travers un prototype qu'on a monté, était ben, on peut créer ce genre d'expérience immersive-là, mais la pousser vraiment plus loin que l'arcade un peu premier niveau comme ça avait été fait dans ce temps-là. Fait que 2 semaines plus tard, on est allé à l'externat Saint-Jean-Bermance avec un prototype de cette idée-là. On a installé au plafond un projecteur, une caméra 3D, une Kinect, une caméra de Xbox. Puis on a eu des groupes d'enfants qui sont venus, puis ça a pris quelques minutes de jeu pour réaliser à quel point il y avait quelque chose de magique qui se passait. Les enfants, après 3 minutes, allaient boire, ils étaient complètement exténués. La direction, les profs, tout le monde était en rond derrière des enfants, puis ils les regardaient un peu bouche bée. Tu sais, il y avait quelque chose de spécial qui s'était passé Wow. à ce moment-là. Puis ce vendredi soir-là, on a mis une vidéo en ligne sans avoir un nom. C'était pas un produit, c'était vraiment plus un prototype de quelque chose. On avait appelé ça Interactive Gym ou gymnase interactif. Puis le samedi matin, quand je me suis réveillé, il y avait 1 million de visionnements de cette vidéo-là. Puis 1 million de visionnements. 15 000 visionnements, plus à tous les refreshs que je faisais. Là. Tu sais, c'était comme ça se passait là. Ce que j'ai fait une landing page, une page web pour laquelle je disais, si vous voulez en savoir plus, laissez-nous votre courriel. Puis j'ai mis ce lien-là dans la vidéo qui était virale, dans le petit descriptif. Dans le week-end, j'ai ramassé 2500 courriels. Puis ça a été le Wow. début de l'aventure. Puis quand tu as ces emails-là, est-ce que tu les contactes direct? Est-ce que tu essaies de prendre des précommandes? Est-ce qu'il y a l'entrepreneur en toi qui sort puis tu dis j'ai quelque chose sous la main, je vais essayer de voir si au-delà d'un intérêt, je suis peut-être capable de conclure des premières transactions qui seront des préventes dans le futur? C'est exactement ce qui s'est passé.
mon cousin Martin qui est venu me donner un coup de main dans un stage, dans un contexte de stage pour gérer ça. Puis tu sais, c'était à coup de pendant les semaines qui ont suivi, c'est 200-300 courriels qui rentraient par jour. Là. Tu sais, c'était quelque chose. Puis ce qu'on a fait, en fait, c'est un premier courriel d'information. Merci pour votre intérêt. Voici des infos sur le projet. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir davantage? Puis là, ben, par les retours, je voyais ce que les gens voulaient savoir. La semaine d'après, on a fait un site web qui répondait à toutes ces questions-là. Puis ça a été un processus de communication puis de définition de produit qui a été très itératif. Mais une des choses qu'on a vite réalisé, c'est qu'on pouvait pas vendre ce qu'on avait fait ce vendredi-là à des clients. Tu sais, on peut pas envoyer sur une palette un tas de boîtes, des fils, puis un plan de comment brancher ça. Il fallait faire un produit, installer des équipements fragiles dans un gymnase, c'est quand même compliqué. Il fallait protéger les équipements. Fait que ça nous a rapidement amené dans un processus de design de produits, processus que je ne connaissais pas. Fait que ça a été, je me souviens d'un post sur Facebook qui connaît des designers industriels. Puis tu sais, je partais vraiment from scratch. Puis 6 mois plus tard, mais on avait un premier prototype d'un produit qu'on a designé avec une firme à Québec qui s'appelle Advanta. Euh, j'ai vendu ce prototype-là à mon premier client. Fait que ça a été le Patro de Lévis qui ont acheté le LU 01, dans le fond, le LU 00001 pour avoir de la place pour pouvoir rajouter des numéros après. On a installé j'ai vendu, c'est Pascal Brulotte, le DG de ce patro-là, qui est un visionnaire qui a dit, ben, moi, je pense que ça a du potentiel, ton truc, puis je vais l'acheter pour le patro, puis je te fais confiance pour le faire évoluer avec nous après, chose qu'on a faite dans les années qui ont suivi. Fait qu'on en a fait un premier produit qui a été vendu à un client, puis on a fait une batch de 25, une batch de 25, une batch de 50, puis à la fin de la première année, ça, c'était en juillet. Fait que, mettons qu'on remet des dates. Là. Février 2017, la vidéo virale. Juillet 2017, le Patro de Lévis avait son premier lieu. Puis en décembre 2017, 6 mois plus tard, il y avait 25 lieux dans 10 pays. Fait que nos premiers clients qui étaient les plus sérieux, on est allé les revoir, puis ils ont fini par acheter. Puis ça a été un processus bon, mais comme on exporte ce genre de produit-là, comment on fait passer ça à travers les douanes? Au début, quand on a traversé les douanes, on pensait qu'on pouvait pas l'assembler avant, il fallait l'assembler sur place. Fait que le premier aux États-Unis, on l'a assemblé chez le client pour te donner une idée. Fait que ça a été un processus d'apprentissage rapide, mais à la fin de l'année, on était 5 personnes, encore une toute petite équipe, mais on avait livré 25 lieux dans 10 pays. Puis l'année d'après, ça a été 150, puis 200, puis après ça, la machine. Puis avant de parler de croissance, moi j'ai une question pour toi, Vincent. Comment Vincent Routier se sent dans l'année 2017? Lui qui a été dans le service toute sa vie, qui faisait des prestations, terminait les prestations. Là, du jour au lendemain, tu as un produit qui littéralement se vend à l'international. Comment qu'on se sent encore entrepreneur dans des moments comme ça? Ben, il y avait une fatigue accumulée d'entrepreneurs en 2017. Les années d'avant avaient été quand même difficiles. Un entrepreneur fatigué qui avait le vertige d'avoir quelque chose de très prometteur entre les mains. Fait qu'un niveau d'énergie pas super haut. C'est pas tu sors de l'école, t'es craqué, puis boum, ça part du premier coup. Ça est arrivé dans un contexte où il y avait des projets en cours, on avait des projets à livrer, puis on avait eu des années quand même difficiles. Mes filles étaient vraiment jeunes à ce moment-là aussi. Fait que c'est quand même un contexte familial qui demande de la présence et tout. Fait que c'est une espèce c'est euphorique là, d'avoir quelque chose qui marche comme ça donne de l'énergie puis de la drive, mais en même temps, c'est une montagne de travail de faire arriver ça. Fait qu'il y avait une gestion de l'énergie qui était pas évidente à faire. Puis je voulais pas me brûler non plus dans cette première année-là, parce que je voyais quand même le marathon qui était devant nous, mais c'est sûr que c'est hyper satisfaisant. Mais en croissance rapide avec un nouveau produit dans un milieu qu'on ne connaît pas comme celui-là, celui du développement de produits, de l'exportation, pas mal un problème après l'autre que tu dois régler, tu sais. Fait que tu te baisses la tête puis tu fonces, puis c'est... Ouais. Fait que pendant ces moments-là, t'es pas dans la complaisance, regarde tout ce qu'on vient d'accomplir, c'est super excitant, il y a juste des défis, tu sais, il y a juste des défis Bien devant sûr. nous, puis le compte de banque, on n'avait pas accès à du financement à cause des années on roulait sur une carte de crédit, fait qu'il fallait que nos clients nous payent avant qu'on paye nos fournisseurs, tu sais, c'est un contexte qui est pas si évident que ça quand même, tu sais. Fait que je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, mais c'était pas sans effort, puis ça allait pas se passer en claquant des doigts. Donc, c'était dans un moment complexe de ta carrière d'entrepreneur que tout ça s'est lancé. Le paradoxe, hein? Le paradoxe, une entreprise internationale se crée au détriment d'une autre organisation qui a peut-être un petit peu plus de difficultés à continuer sa croissance. Parlons de financement un peu, parce que là, on est dans le produit et j'ai cru comprendre, en discutant un peu toi et moi, que vous avez autofinancé tout ça. Mais si l'entreprise, Sanga, peut-être n'avait pas ses meilleures années auparavant, est-ce que c'est uniquement les
précommande qui était capable de financer le tout? Est-ce que c'est le flux de trésorerie que vous aviez peut-être été capable de générer à travers les années? Comment vous avez été capable d'architecturer un peu le lancement de tout ça? On était à moins 400, moins 500 000 quand lui a commencé. Oh. On avait 20 000 piastres de carte de crédit que je cautionnais moi personnellement. Puis OK. on avait des payes à faire. Fait que l'argent qui rentrait, fallait qu'il rentre avant l'argent qui sortait. Puis on avait on s'était tellement habitué à gérer financièrement, serrer les liquidités, les flux de trésorerie, qu'on a réussi à naviguer ça. Puis ultimement, mais ça a été à travers différents partenariats. Solotech, par exemple, on jouait un rôle significatif. On a travaillé avec Solotech, qui était notre fournisseur pour les projecteurs, l'équipement de son, ces choses-là. Puis Solotech nous ont donné des termes de paiement de, mettons, 60 jours, tu sais, au début. Avec 60 jours, si j'étais capable de vendre à mon client un produit, quand je recevais mon bon de commande, je recevais l'argent pour mon produit, je commandais les composantes à Solotech, je les assemblais, je les livrais à mon client. J'avais le cycle ultimement faisait que j'avais la capacité de payer Solotech parce que mon client m'avait déjà payé. Tu sais, dans une entreprise un peu traditionnelle, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on paye nos fournisseurs, puis à un moment donné, notre client nous paye, puis on a Bien besoin de sûr. liquidité pour être capable de faire ça. Fait qu'on a tellement bien géré nos comptes à recevoir puis nos comptes à payer pendant cette période-là qu'on a été capable de faire la deuxième année où on a fait une centaine d'unités, ça a été au-dessus de 2 millions de chiffre d'affaires. On n'avait toujours pas de financement. On roulait encore avec notre 20 000 de cartes de crédit, pas de marge de crédit. Fait que ça a été par la gestion des comptes à recevoir ultimement qu'on a réussi à se financer. Et on a vraiment bien dosé nos dépenses puis nos revenus ultimement parce que tu dis, on va investir 1 million dans un produit, puis on va en vendre tellement après qu'on va rembourser notre million. On n'avait pas du tout la capacité de faire ça. Fait qu'il a vraiment fallu fonctionner de manière très itérative avec des cycles courts. Tu sais. Fait on faisait des ventes, nos ventes généraient des revenus. Ces revenus-là, on payait nos coûts. Nos coûtants, on avait quand même une bonne marge de profit dans la manière qu'on avait pricé le produit. Fait que les profits suffisaient à payer les salaires, les frais fixes, le loyer, les assurances. Puis on était dans ce cycle-là très rapide. Le fait qu'on a réussi à s'auto-financer comme ça les 2 premières années. Puis après, ben progressivement, on a généré des profits. On a remboursé ces anciennes dettes-là de Saga. On s'est restructuré avec des nouveaux actionnaires qui sont rentrés dans l'entreprise, mais toujours dans une logique de transition puis de créer une forme d'indépendance financière pour la nouvelle structure qui est en train de naître. Puis depuis l'année 1, lui a été profitable. Puis à travers les profits, il y avait aussi une capacité de payer pour le développement du produit puis de la compagnie. Fait qu'on s'est autofinancé pendant les 7 dernières années, ultimement, de cette manière. Tout en payant 400 000 de dette. Tout en clairant nos dettes il y a déjà plusieurs années. Ouais. Wow! Félicitations. C'est pas donné à tous de faire ça. Très impressionnant, Vincent. Bon, parlons peut-être un petit peu de cette commercialisation-là. Tu le dis, 150 unités, 250 unités. Par la suite, bon, l'entreprise grandit excessivement rapidement. C'est quoi l'ordre qu'on a à suivre dans un contexte comme ça? Demain matin, je veux lancer un produit de la sorte. J'arrive à faire un contenu viral comme vous avez été capable de le faire parce qu'on a trouvé la formule magique. On a des précommandes. Quelle est la procédure qu'on doit suivre? Est-ce que rapidement, on doit breveter le produit? Est-ce qu'il faut aller tripler, quadrupler notre infrastructure de production pour prédire l'avenir? Est-ce qu'il faut déjà attaquer plusieurs joueurs qui ont notre audience à travers le monde pour bâtir un réseau de distribution? Si tu avais peut-être à expliquer à notre audience la procédure que vous avez suivie pour continuer votre croissance dans un ordre précis, ça ressemblerait à quoi tout ça? Je pense que la première chose avant de mettre $1 d'investissement dans un produit ou une compagnie, c'est de trouver une manière d'aller chercher des validations du marché. Dans le jargon d'affaires, on parle de product market fit. Là. C'est pas certain que ton produit répond à un besoin pour lequel les gens sont prêts à payer un prix suffisamment élevé pour te générer. La valeur, la valorisation que tu as besoin pour continuer de te développer, tu n'as pas un produit ou un modèle d'affaires qui se tient. Ça, je pense que c'est la première chose la plus importante à aller valider. J'ai trop vu d'entrepreneurs investir longtemps dans quelque chose, se rendre compte trop tard que finalement, il y avait quelque chose qui marchait pas dans leur modèle. C'est que ce soit le fit du produit pour les clients, avec des inventeurs qui restent dans leur labo parce qu'ils veulent pas se faire voler leur idée puis qu'ils en parlent pas. Puis à un moment donné, quand ils le mettent dans les mains du client, ils se rendent compte qu'il y a une affaire un peu champ gauche qui arrive qui fait que leur modèle tient pas la route. Là. Fait que la validation avec le client, dans un contexte où le client
paye, puis même dans notre cas à nous, il fait un dépôt en avance sur le produit, tu sais, c'est quand même une bonne manière d'aller valider qu'il y a un vrai intérêt puis qu'on n'est pas juste dans du je te fais déposer. Tu sais, Ouais. fait que je pense que cette traction-là, c'est l'élément de base à aller chercher. Puis après, le reste, moi, je pense que c'est... en tout cas, peut-être que ça s'applique pas dans tous les domaines, dans tous les produits, mais nous, ce qu'on a vraiment toujours essayé de faire, c'est la notion de just in time. Tu sais, fait que la dépense minimale au bon moment en Mmh. fonction d'un revenu qui est certain. Tu sais, parce que dire on va partir, puis je vais reprendre le processus de design industriel, tu sais, on a été quand même bien accompagnés dans ça, mais ça, on avait désigné un produit dans lequel il fallait faire des moules qui coûtent 50 000 pour que le premier produit puisse exister. Puis après ça, tu te rends compte qu'il y a quoi que tu veux changer dans ton produit, puis là, il faut que tu refasses ton moule. Ça marche pas, tu sais. Fait qu'on a choisi des mécanismes manufacturiers, des modes de fabrication de produits qui nous permettaient de continuer de faire évoluer le produit à faible coût. Fait que, tu sais, on est allé en sheet metal, en métal découpé, plié, assemblé. T'as pas de moule à faire, tu peux faire des petites quantités, t'es pas obligé de faire du volume pour rentabiliser ton moule. Fait que des fois, d'avoir dans chacune de ces micro-décisions-là la capacité de faire du petit volume puis de croître progressivement plutôt que de monter des trop grosses marches qui peuvent te casser les dents. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu les Ah. deux éléments clés. Tu sais. Le brevet, ben c'est sûr qu'il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire en protection intellectuelle tôt, puis mais ça se rattrape. Puis si t'es pas capable de le rattraper, tu te rattrapes sur le produit d'après. Ou moi, je considère quand même qu'une des bonnes manières de protéger ta propriété intellectuelle, c'est qu'elle soit publique. Tu sais, à partir du moment où Ben la oui, terre entière en a entendu parler parce que t'es à Fox News puis ainsi de suite, c'est gênant pour une grosse compagnie de te copier puis de faire comme si ça existait pas avant. Tu sais, fait que 100%. d'avoir de la notoriété puis de l'exposure, puis tu sais, ça peut être une bonne stratégie. Puis après, ben, il y en a d'autres aussi. Fait que, mettons, Bien pour le sûr. brevet, c'est un peu ça. Fait qu'on on a finalement réussi à avoir un brevet pour notre produit aux États-Unis, mais on l'a eu en décembre l'année passée, là, 7 ans plus tard. Tu sais, fait qu'il fallait pas attendre après notre brevet Ben non. pour faire notre business. Tu sais. Ben, un brand, c'est le meilleur brevet qu'on peut avoir. C'est-à-dire que quand on a une notoriété, une reconnaissance du marché, au final, comme tu l'as mentionné, si on essaie de vous copier, on est simplement un numéro 2. Et plus souvent qu'autrement, les clients veulent travailler avec les numéros 1. Intéressant. Parlons peut-être un petit peu du modèle d'affaires. Je trouve ça intéressant peut-être d'expliquer à notre audience ici aujourd'hui. Donc, si on analyse bien votre site Internet, vous avez des systèmes lus ou est-ce que vous produisez des systèmes audiovisuels? Et également, il y a les applications lues. Euh, Peut-être tu peux expliquer au final, donc demain matin, je suis une école en Espagne qui veut utiliser tes produits. Et je rentre en contact avec toi, on discute et ultimement, on intègre, on va dire, l'ensemble des produits que tu vends le plus souvent à tes clients. Comment se structure le modèle d'affaires? Comment lui vient faire de l'argent? Il y a 3 composantes dans l'écosystème de lui. Il y a le produit physique, hardware, la console de jeu. Je vais prendre la métaphore avec la Xbox. On va vendre l'équipement à l'école. On va l'installer au plafond du gymnase. Dans la majorité des cas, on a des produits qui sont portatifs, qui ne demandent pas d'installation également. Mais le produit qu'on vend à 80-90%, c'est le Uno. Puis un Uno, ça s'installe au plafond. Fait que l'équipe qui va fait que le client va acheter le produit, il va le faire installer. Après ça, il va y avoir probablement une formation initialement qui va être faite pour le personnel de l'école. Puis dans ce produit-là, il y a une soixantaine d'applications, dont une quinzaine sont accessibles seulement quand on prend le forfait premium des applications. Fait qu'on vend un abonnement annuel qui permet à l'utilisateur d'avoir accès à plus de fonctionnalités ou des fonctionnalités plus avancées dans le produit. Quand on achète la console seulement, elle fonctionne très bien et on n'a pas besoin des fonctionnalités premium pour utiliser le produit à son plein potentiel, mais quand on veut pousser plus loin, on peut prendre le forfait premium. Ça s'appelle Lu+. Et ensuite, on a une plateforme en ligne qui s'appelle la communauté Lu, dans laquelle les utilisateurs se créent un compte, se connectent, puis ils peuvent aller voir, ils peuvent créer du contenu eux-mêmes. Fait qu'ils peuvent personnaliser le contenu qui va être dans les applications, dans le gymnase, mais ils peuvent le rendre public aussi, puis ils peuvent aussi aller explorer puis découvrir le contenu que les autres utilisateurs ont fait. C'est comme les espèces de 3 couches qui existent dans notre univers. Fait que les applications premium, Lu+, ultimement, ben, ils vont te donner des fonctionnalités plus avancées dans la communauté Lu aussi. Puis tout ça, c'est un cycle qui se nourrit. Un cercle Après, vertueux, là. pour reprendre ton exemple de l'école en Espagne, ben, c'est pas un employé de Lu qui va vendre directement à l'école en Espagne puis lui envoyer une facture. Fait qu'on a besoin d'un système de réseau de distribution et de revendeurs. Fait que pour l'Europe, on a un distributeur, un partenaire avec qui on travaille depuis le tout début de l'U.
qui, lui, a des équipes de vente sur le terrain dans certains pays ou travaille à mettre en place un réseau avec des revendeurs dans d'autres pays où ils n'ont pas leurs propres employés. Fait qu'une école en Espagne achèterait probablement à travers un revendeur qui, lui, achèterait aux distributeurs européens qui reçoit des produits lus par conteneur, par bateau, sur une base régulière dans l'année. Aux États-Unis, on a un réseau de revendeurs directement, mais on n'a pas de distributeurs. Fait qu'on a à peu près une trentaine de compagnies aux États-Unis de toutes les tailles. Il y en a qui sont spécialisés dans une région, dans une ville. Il y en a qui sont nationales, donc qui ont des employés partout aux États-Unis qui, eux, vont revendre notre produit et d'autres produits de technologie éducative aux écoles. Fait que souvent, c'est des revendeurs qui sont spécialisés en technologie éducative ou vont pouvoir vendre des tableaux interactifs pour les classes, des systèmes de son, vous voyez un peu le... Puis à travers ça, à travers leur portfolio Bien de sûr. produits, ils offrent lui également. Donc, c'est un réseau de vente et de distribution qu'on a dû monter. Puis ce qui était beau aussi, c'est que tous les clients des 2-3 premières années de l'U, c'est eux qui nous ont trouvés et qui nous ont contactés. On a eu tellement un aura dans le début de l'histoire de l'U où les gens venaient vers nous, c'était du inbound marketing. Fait qu'on on faisait pas de publicité, on faisait rien que les gens venaient vers nous. Ben, notre réseau de distribution puis de revente, ça a été la même chose. Le client en Californie qui voulait acheter un produit LU, ben, il se disait, je vais pas acheter ça de la compagnie canadienne, je vais aller voir mon revendeur à qui j'achète déjà tous mes tableaux interactifs, je vais lui demander, hey, toi, tu vends tout ça des lus? Puis là, le revendeur va faire, c'est quoi ça, lu? Il va nous trouver, puis après, ce revendeur-là nous appelait, il disait, hey, j'aimerais ça vendre votre produit, est-ce que je peux être un de vos revendeurs? Fait que là, développe la relation, on les forme, puis ainsi de suite. Fait que c'est comme ça qu'on a monté notre réseau de distribution puis de revente également dans les premières années. Non, c'est fascinant. Donc, en gros, de ce que je comprends, on arrive, on achète un produit physique, littéralement, mais c'est que l'entrée pour par la suite vendre une prestation de service d'installation et De par la suite formation. de formation, exactement. Mais par la suite, j'imagine que l'endroit où est-ce que l'entreprise peut aller chercher plus de croissance, c'est tout sur le volet récurrent derrière avec l'application et la plateforme en ligne ici, là. Ouais, ben, je dirais pas plus de revenus parce que le revenu initial sur le matériel est quand même significatif aussi, mais à travers les années, les revenus d'abonnement vont représenter des bons montants aussi. Puis après 8 ans, 10 ans, le plus longtemps, j'espère, ben, le produit pourrait devenir désuet puis on pourrait choisir de le mettre à niveau. Fait que nous, en tant que compagnie, on a des nouvelles versions de ces produits-là qui s'en viennent aussi, des ajouts qui peuvent être faits de manière rétro-compatible sur les anciens produits. Puis, fait qu'il y a toutes sortes d'opportunités après d'affaires en arrière de ça aussi. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué d'avoir la communauté comme ça qui peut partager les bons coups également. Ça peut créer, j'imagine, une effervescence qui s'installe dans tous les clients de lui. Intéressant. Parlons peut-être un peu du réseau de revendeurs. C'est votre seule manière de générer de la commercialisation, du développement d'affaires? Est-ce que c'est une parmi tant d'autres? Comment se met en place si on a analysé peut-être tous vos canaux là, de commercialisation? Mm-hmm. Le développement de notre notoriété, de notre marque, puis les premiers contacts avec les clients se font souvent en direct avec nous. Fait que les gens vont rechercher le produit, vont poser des questions sur le produit. Fait qu'on a une belle machine marketing en arrière de nos produits qui fait découvrir nos produits aux clients potentiels. On va souvent faire les premières étapes pour leur donner les informations de base. Puis quand il y a un intérêt qui est validé, qui est certain, on va trouver la meilleure manière pour eux d'acheter le produit. Fait que selon le marché dans lequel ils sont, au Québec, là, on fonctionne en direct maintenant. Ça veut dire qu'une école qui est intéressée à acheter le produit va aller sur notre site web, va poser des questions, il y a quelqu'un de chez lui qui va interagir avec eux, mais on va pouvoir aller jusqu'à l'installation puis la formation avec eux parce qu'on n'a pas de revendeur officiel au Québec en ce moment. Aux États-Unis, c'est trop grand pour nous d'avoir un réseau d'installateurs dans chacune des villes de tous les États des États-Unis. Fait que c'est important pour nous d'avoir ce réseau-là. Fait que le client qui nous a contactés, qui est intéressé, qui est au Dakota du Nord, par exemple, ben on va trouver quel est le partenaire qui est le mieux positionné stratégiquement pour ce client-là, puis on va l'introduire dans la discussion, dans le processus de vente ultimement, puis c'est ce partenaire-là qui va faire la vente. En Europe, je parlais tout à l'heure, il y a certains pays qui sont couverts par notre contrat avec notre distributeur. D'autres qui ne le sont pas, mais souvent, on va travailler de pair avec ce distributeur-là. Puis si on parle de pays qui sont dans des zones où on n'a pas de distribution, mais souvent, c'est comme ça qu'on a ouvert tous nos marchés initialement, c'est on va les faire en direct au début. Fait que quelqu'un nous contacterait de l'Israël, par exemple, puis on aimerait ça installer un produit dans une école, mais on n'a pas nécessairement un vendeur là-bas en ce moment. On va se rendre le plus loin possible. On va trouver un installateur qui souvent pourrait devenir un revendeur. Puis on va les coacher jusqu'à l'installation. Puis après, éventuellement, ces gens-là vont être séduits par le produit, vont se rendre compte de l'impact que ça a dans l'école, puis ils vont dire, ah, mais on a d'autres clients, peut-être qu'on pourrait développer une relation, puis ça va faire boule de neige après. Fascinant tout ça.
Vincent, il vous attend quoi pour la suite? Donc là, vous avez atteint une croissance assez intéressante en 7 ans. Comment voyez-vous les 12, les 24, les 36 prochains mois? Est-ce qu'on parle de plus d'expansion, plus d'internationalisation? Qu'est-ce qui vous attend ici, là? C'est la pointe de l'iceberg de ce que lui peut devenir. Notre vision, c'est d'avoir un impact sur 10% des enfants du monde. Fait que pour avoir un impact sur 10% des enfants du monde, si on fait un petit peu de maths, de statistiques, il y a 10% des enfants du monde qui sont dans des pays développés, 90 qui sont dans les pays en développement. Fait que c'est soit on est en train de dire qu'on va rejoindre 100% des enfants dans les pays développés, ou va falloir développer une offre pour les enfants qui sont dans des pays qui ont pas la même chance que nous, ultimement. Fait qu'il y a des nouveaux produits qui s'en viennent. On va probablement chercher à réduire la taille de nos produits, réduire l'infrastructure que ça prend pour les rendre disponibles, pour réduire les coûts, pour éventuellement être plus accessibles, puis rejoindre des enfants dans des milieux qui ont peut-être pas un super beau gymnase flambant neuf, comme on peut avoir au Québec ou aux États-Unis. Avec des nouveaux produits plus accessibles, des nouveaux marchés géographiques en abondance, évidemment. Fait qu'il y a il y a un ordre, il y a une séquence logique dans laquelle faire ça. On va pas aller dans tous les pays en même temps, mais on va commencer à prendre de l'expansion géographique de manière un petit peu plus prononcée dans les prochaines années. Puis tout ça, ça entraîne plus de produits, plus d'applications, plus de marchés, plus d'adaptations culturelles à faire, donc plus d'équipes, plus de gens situés proches de ces marchés-là. Fait que il y a toutes sortes d'éléments sous-jacents à cette croissance-là qu'on est en train de planifier en ce moment. Plus de fun? Plus de fun. Plus de fun. Tout le monde sur son X. Chacun, c'est exactement ça. Puis l'entreprise qui évolue, la start-up à 4 personnes, l'entreprise de tout près de 75-80 personnes qu'on est maintenant, ou une entreprise de 200-300 personnes, ça ne fonctionne pas de la même manière. Fait on a des réorganisations constantes, des évolutions des espaces de travail, des nouveaux bureaux, fait que tout ça, ça demande de l'organisation. Puis j'ai réalisé, moi, dans les dernières années que mon X, moi, est beaucoup plus dans le développement, dans le développement de produits, le développement de marché, le développement de l'entreprise. Fait qu'on a tout récemment, j'ai une nouvelle collègue qui s'est jointe à nous, qui s'appelle Valérie, qui va prendre la direction générale de l'entreprise pour tout le volet opérationnel, me permettre de me concentrer plus sur les éléments de développement à moyen long terme. Fait que de s'assurer qu'on garde les bonnes personnes sur leur X, ça fait partie un peu aussi des clés du succès, je pense, pour que les prochaines années soient stimulantes et productives. Là. Très excité pour ce qui s'en vient pour la suite. Ben, tu as raison de l'être. C'est assez exceptionnel ce que vous accomplissez. Félicitations pour tout ça. Et bon, des petites questions personnelles, Vincent, que je pose toujours aux gens qui viennent sur le podcast. Est-ce qu'il y a certains livres d'affaires que tu as lus qui ont marqué ton imaginaire que tu pourrais partager avec notre audience? Oui, en fait, moi, je suis un entrepreneur autodidacte. Fait que j'ai pas de MBA ou de formation universitaire. Fait que par la lecture, je suis allé chercher ce qui me manquait peut-être dans certains éléments clés comme ça, beaucoup dans les premières années. Fait que ce soit les livres de Jim Collins sur From Good to Great, de Lean Startup, il y en a plusieurs, là, des livres d'affaires qui ont été des bonnes bases pour moi. Scaling Up, que j'ai trouvé quand même très pertinent plusieurs fois parce que tu le relis à des moments différents de ta croissance, puis on dirait qu'il y a des chapitres qui t'interpellent plus que d'autres. Là. C'est The Five Dysfunction of a Team pour de la gestion d'une équipe saine aussi, la motivation, mais le livre qui, je pense, m'a le plus marqué dans mon aventure lue, c'est le livre de Yvon Chouinard, qui s'appelle Let My People Go Surfing. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce livre-là, mais Patagonia est une entreprise qui m'a beaucoup inspiré. C'est la première entreprise B Corp aux États-Unis. Puis c'est tout le modèle en arrière de l'entreprise comme véhicule d'impact, ultimement, pour faire une différence, pour l'entreprise qui est gérée en ayant en tête les gens au cœur des décisions, puis les gens, le produit, des bonnes valeurs. Puis tu sais, dans le livre, il y a des philosophies par département. C'est quoi nos philosophies pour le manufacturing, l'approvisionnement? C'est quoi notre philosophie par rapport à l'exportation? Fait que c'est un livre qui est rempli de principes, puis tu vois un peu ce qui a gouverné le développement de cette entreprise-là, qui a pas fait que c'est une entreprise qui est restée une petite mom and pop shop. Tu sais, je veux dire, ils font 700 millions de chiffres d'affaires, sont reconnus globalement pour leur impact sur l'environnement. Fait que moi, j'ai trouvé ce livre-là particulièrement marquant parce que c'est venu un peu cristalliser des intuitions ou des visions que j'avais de l'entrepreneuriat dans quelque chose de concret puis de réalisable. Fait que Let My People Go Surfing de Yvon Chouinard, je pense que c'est un must.
Fantastique. Et bon, la routine, à quoi qu'elle ressemble, la routine de Vincent avant, pendant et après le travail? C'est des cycles, là. J'ai certains moments de ma vie où je réussis à me lever tôt puis à être très productif le matin. J'adore ces moments-là. Ça amène la nécessité d'une bonne hygiène de vie le soir pour être capable de se lever aux petites heures du matin. Mais je trouve que c'est souvent des moments de qualité pour se concentrer, faire avancer des choses avant de tomber dans le tourbillon des interactions avec les équipes dans le day-to-day. Je voyage beaucoup. C'est des moments très précieux pour moi pour prendre un petit peu de recul ou d'altitude sur les décisions puis ce qui est en train de se passer. Des moments de vol en avion où il n'y a aucune distraction possible. C'est souvent des moments où je me vide la tête dans un bloc-notes de manière un peu brouillon en y allant. Puis quand je reviens, je mets tout ça au propre puis je reviens avec des idées claires. Fait que, j'ai dans mon cycle, il y a une certaine importance au voyage, ce que j'ai perdu la possibilité de faire pendant la pandémie, puis ça a été une espèce de période un peu de désarroi dans cette routine-là pour moi, là. Hem et le sport a pris de plus en plus de place dans ma vie dans les dernières années. Un esprit sain dans un corps sain, puis je pense qu'on en fait la promotion. C'est un peu le motto de notre entreprise puis de ce qu'on fait. Fait que, de ne pas s'oublier comme entrepreneur dans ça. Et je pense qu'on trouve tous un peu notre sport ou notre manière de s'y retrouver. Puis moi, je suis un gars de défi. Fait que quand j'ai un objectif, encore mieux un objectif qui implique des coéquipiers que je ne peux pas laisser tomber, ben je vais me rendre jusqu'au bout. Fait que l'année dernière, je m'étais embarqué avec une gang d'entrepreneurs pour faire le 1000 kilomètres du Grand Défi Pierre-Lavoie. Je partais d'un niveau de forme physique moyen, mettons. Puis ça a été un gros, gros défi que j'ai su relever l'année passée. Puis cette année, on a eu 2 équipes, fait qu'il y avait 10 personnes de chez nous qui ont roulé dans ça. Fait que j'ai embarqué avec moi 9 collègues dans cette aventure-là. Et puis on l'aurait fait cette année. C'est un accomplissement personnel extraordinaire, mais encore plus comme équipe, là. Tu sais, c'est de vivre ça en gang, ça a été vraiment super. Puis être à la hauteur d'un événement comme ça implique de s'entraîner tout l'hiver Bien avant, le sûr. printemps, de rouler. Puis j'ai découvert les joies de rouler en voyage. Fait que, tu sais, à un moment donné, je partais en voyage, ça devenait un peu une défaite. Genre, je pars une semaine, 2 semaines, mais j'ai pas le temps de faire du vélo pendant ces semaines-là. Tu repères un peu ton entraînement. Ben, là, je me suis rendu compte, ben non, tu peux loin vélo là-bas puis aller rouler, puis c'est Ouais. encore une belle manière de visiter. Fait que, espèce de l'équilibre avec la famille qui est hyper précieux aussi, là, tu sais, de réussir à décrocher quand c'est l'heure. Tu sais, de l'heure du souper à l'heure du coucher des enfants, puis les fins de semaine, puis je pense que tu peux travailler 24/7 si tu veux, mais tu vas te brûler ou tu vas brûler d'autres affaires bien importantes de ta vie si tu fais ça. Ben Vincent, tu es très sage à t'écouter parler. Félicitations pour ce que tu as été capable de construire, toi et tes équipes, avec la belle organisation LU. Très intéressant également aussi d'avoir ton niveau de transparence sur ce qui s'est déroulé avec Saga auparavant pour démontrer aux gens qui nous écoutent que c'est pas à cause que votre première expérience en affaires ne devient pas le succès ultime que vous désirez que toute l'infrastructure, l'apprentissage, l'expérience que vous faites ici vous servira à rien dans le futur. Au contraire, je pense que Vincent, est-ce que je me trompe en disant que tu n'aurais peut-être pas été capable de construire lui sans Saga et que ça a été vraiment la fondation même? Moi, j'en suis assez convaincu aussi. En tout cas, ça n'aurait pas donné ce résultat-là, certainement. Exact. Donc, comme quoi que c'est toujours important de bâtir les bonnes fondations, les bonnes infrastructures. Et bon, à un certain point, on peut trouver notre bonne approche. Donc, félicitations pour tout ça. On va continuer à suivre la très belle croissance de l'U de près. Je te remercie pour ton temps. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.